oui, sur le TP, en particulier sur les questions en lien avec les mesures de tendance centrale et de variation. Alors, sans plus tarder, cette semaine, nous avons abordé les mesures de variation qui sont appropriées lorsqu'il s'agit de rendre compte de la façon dont les données d'une distribution sont dispersées les unes par rapport aux autres et par rapport à la tendance centrale. L'enjeu étant d'apprécier la variabilité d'un phénomène en général. Les mesures de variation les plus souvent utilisées sont la variance, l'écart type, le coefficient de variation, les scores Z, étant entendu que l'étendue et l'intervalle interquartile ont été également abordés comme étant des mesures de variation basiques. Alors, sans plus tarder, on va passer à la démonstration SPSS de façon à sortir des résultats de variation et puis les interpréter. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Et cliquer sur la plateforme. Donc, je vais ouvrir la plateforme. Alors, vous pouvez le faire en même temps que moi ou bien juste assister aux démonstrations. C'est vous qui déterminez comment vous voulez procéder pour ce qui est de l'apprentissage. Alors, moi, je suis au niveau de la leçon 4. On est au niveau de la leçon 4. Donc, leçon 4, donc semaine 4, si vous voulez. Alors, je vais ouvrir mesure de variation avec SPSS, cahier du labo 4. Donc, ouvrez le cahier du labo 4 si vous voulez. L'idée, c'est de se retrouver, si on se perd, dans le dédale des manipulations des SPSS. En fait, ce qu'on va faire, c'est exactement ce qui est stipulé dans le cahier de labo. Donc, je vais vous demander d'ouvrir le cahier de labo, du labo 4. Ensuite, la base de données du labo 4 également. Sondage étudiants sociaux L2. Base de données du labo 4. Ouvrez deux fichiers et on peut tasser la base de données à droite et le cahier de labo à gauche, par exemple. En espérant que mon écran est visible. Est-ce que mon écran est visible? Vous pouvez me répondre directement. Moi, je le vois. Oui? Oui. OK. Parfait. Donc, je suppose que mon écran est visible. Alors, allons-y. On va s'intéresser à une variable d'intérêt qu'on avait déjà analysé la semaine passée, le nombre d'enfants dans les familles des étudiants. La semaine passée, nous avions abordé la tendance centrale du nombre d'enfants, en particulier le nombre d'enfants typiques dans les familles des étudiants. Cette semaine, on va s'intéresser plutôt à la variation du nombre d'enfants dans les familles des étudiants. Jusqu'à quel point, effectivement, le nombre d'enfants est-il dispersé? Alors, pour ce faire, on utilise les mesures de variation. On va y aller en cliquant sur le menu Analyse. Statistiques descriptives. Fréquence. Analyse. Statistiques descriptives. Fréquence. De toute façon, on va apparaître une fenêtre contextuelle. Moi, je vais réinitialiser pour remettre à 0 l'analyse et s'intéresser à la variable nombre d'enfants. Alors, si vous avez la liste des variables, par exemple,
cette configuration, vous pouvez afficher les noms des variables en mettant un clic droit, afficher les noms des variables. En fait, c'est beaucoup plus pratique de travailler avec les noms ou codes des variables plutôt qu'avec les étiquettes ou liblés des variables. Donc, on va s'intéresser à NBENF, nombre d'enfants, dans les familles des étudiants du département de sociologie de l'UGB. Donc, on va prendre la variable NBENF, on va la faire passer de l'autre côté, sous variable, autrement dit dans la case d'instruction, d'SPSS. D'accord? Ensuite, on va aller renseigner les mesures de variation, en l'occurrence, en cliquant sur le menu statistique. Alors ici, on a statistique. Donc, à droite, vers le haut, vous avez une palette avec des menus. On va cliquer sur statistique. D'accord? Sur l'onglet statistique. Statistique. Alors, statistique, vous voit apparaître une fenêtre contextuelle. Et là, nous pouvons renseigner des mesures de dispersion ou de variation, minimum, maximum, écart type, variance, plage. Plage, c'est synonyme à étendu. Étendu. L'écart entre le score minimal et le score maximal. On peut renseigner les formes de distribution en termes d'asymétrie et de kurtosis, kurtose. Les quartiles, on va renseigner les quartiles. Et oui, la moyenne, puisqu'effectivement, l'écart type en particulier s'interprète en référence à la moyenne. Donc, il est important de sortir également la moyenne parce que sans moyenne, il est difficile et presque impossible d'interpréter l'écart type. D'accord? Donc, on va cocher aussi moyenne. D'ailleurs, c'est la seule mesure tendance centrale qu'on va le partage, monsieur, on ne voit plus le partage. Hein? Vous ne voyez plus le partage? Non. À mon niveau, non. Moi, je vois le partage. Hein? La page que je vois n'évolue pas. Ok, je vais départager et repartager. Quoi qu'il en soit, vous avez le cahier à côté, donc suivez le cahier et puis... Absolument. Mais certes, ça avait disparu à un moment aussi, vous avez raison. Non, j'étais allé. J'étais allé la semaine passée. Est-ce que ça va maintenant? Est-ce que l'écran est visible et dynamique? Oui, absolument. Parfait. Statistique, fréquence, on était là. Voilà. Statistique, Donc, on va aller renseigner les statistiques, d'accord? Après avoir intégré NBENF, oui? Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Oui, moi j'ai un petit souci, c'est que sur votre écran, il est bien affiché sondage étudiant sociologie 2, labo 4. Moi, sur mon écran, ça affiche labo 6. La base de données, ça affiche sur mon écran labo 6. Est-ce que vous avez vraiment cliqué au bon endroit, labo 4? Oui, j'ai cliqué. Quand je clique labo 4, ça... Analyse, stade descriptive, fréquence, Analyse, stade descriptive, fréquence. Donc, à gauche, on va afficher les noms des variables. En tout cas, si vous avez la liste des étiquettes plutôt, on va afficher les noms des variables. Et placer NBENF, nombre d'enfants, sous variable. Ensuite, aller chercher les statistiques. Moyenne, quartile, écart type, minimum, maximum, variance, plage, asymétrie, kurtosis. En fait, tel qu'illustré dans le cahier de labo à la page 2, on va aller chercher
C'est stat. Ben, c'est tout. On va cliquer sur poursuivre. Et décocher, afficher les tables de fréquences, c'est inutile, hein, c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin des fréquences. Et OK, valide. Ah oui, désolé, hein, j'avais omis de descendre. On va le faire tantôt. Parfait. Voilà ce qu'on obtient comme résultat. Professeur, voulez-vous, s'il vous plaît, revenir à l'étape précédente? Maximum, asymétrique, kurtose, moyenne, c'est tout? On poursuit? OK. OK. D'accord. On poursuit et OK, c'est bon. Alors, vous devez avoir ces résultats. Hein? Maintenant, une chose est de sortir les résultats à l'aide d'SPSS, l'autre chose, c'est de savoir les interpréter. En fait, le plus compliqué, c'est l'interprétation finalement, statistique des résultats. Est-ce que quelqu'un peut s'essayer ou bien je me lance? Alors, je vais y aller alors. Alors, on travaille avec la variable nombre d'enfants hein, dans les familles des étudiants. Comment interpréter la moyenne? Donc, on a une moyenne de 7,36. Il y a au moins deux façons d'interpréter. On l'a vu la semaine passée. Première façon d'interpréter, en moyenne, hein, en moyenne, les étudiants ont dans leur famille 7,36 enfants. Première façon d'interpréter. Deuxième façon d'interpréter, le nombre moyen d'enfants dans les familles des étudiants est de 7,36. D'accord? L'écart type maintenant. Donc, l'écart type est de 3,999. Si on arrondit, c'est 4. On en a parlé. L'interprétation de l'écart type tourne autour de la valeur 68%, ou 2 tiers. Donc, environ 68% des étudiants ou 2 tiers des étudiants appartiennent à des familles constituées de 7,36 enfants, plus ou moins 4. Donc, l'écart type s'interprète en référence à la moyenne. Prenez la moyenne, plus ou moins 4, et vous avez l'interprétation de l'écart type. Donc, on peut y aller de façon intuitive en prenant la moyenne, donc 7, si on simplifie, 7 plus l'écart type. Autrement dit, 7 plus 4, c'est 11. Ensuite, 7 moins 4, c'est 3. Donc, 68% des étudiants appartiennent à des familles dont le nombre d'enfants se situe entre 3 et 11. Voilà ce qu'on entend par plus ou moins. Donc, la moyenne, plus ou moins l'écart type. Donc, la moyenne plus l'écart type. La moyenne moins l'écart type. Et vous avez l'intervalle à l'intérieur duquel se situe 108% des cas. Ici, 108% des familles des étudiants. Voilà comment interpréter l'écart type. Donc, l'écart type s'interprète en termes de 108%. Alors, tout à l'heure, un de vos collègues m'a posé la question à l'effet de savoir d'où vient 108%. J'ai peut-être essayé d'expliquer assez rapidement. Et je l'ai déjà expliqué hein, dans une capsule vidéo du cours. Supposons que vous allez à la plage. Hein. Je ne sais pas quelle est la plus belle plage au Sénégal. En tout cas, ce n'est pas Hydrobase, hein, à Saint-Louis. Donc, vous allez à la plage, vous recueillez des cailloux. Ça peut être aussi aller dans la rue, hein, recueillir des pierres. Voilà. Alors, la plupart des cailloux vont avoir une taille moyenne. Est-ce que ça a du sens pour vous? Si vous allez à la plage, ou bien si vous sortez sur la route, que vous recueillez des cailloux, la plupart des cailloux ou des pierres vont avoir une taille moyenne, dans le sens où, si on les compare les uns par rapport aux autres. Est-ce que ça a du sens pour vous? Que la plupart des cailloux aient une taille moyenne. Si on les compare les uns par rapport aux autres.
Bon, apparemment, non, hein, à mon avis. Hein? Moi, je trouve que non, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? C'est drôle. Non, moi, je trouve que ça n'a pas de sens parce que on ne peut pas parler de moyenne des cailloux parce que bah, ce n'est pas une création humaine, c'est quelque chose qui est comme ça dans la nature. Vous n'avez pas bien compris la question. Je répète la question. Oui, c'est une création de la nature, oui. Mais la question, elle est plus simple que ça. La question, c'est, vous avez requis beaucoup de cailloux. Je vous demande de comparer les tailles des cailloux. Je ne vous demande pas de vous poser la question, est-ce que ça, c'est normal, c'est pas normal? Non, juste, vous avez des cailloux. Est-ce que ça a du sens d'avoir des cailloux moyens pour la plupart? Ou bien vous allez avoir des cailloux gros, ou bien des cailloux petits, ou des cailloux moyens? Je veux dire, la plupart des cailloux vont avoir quelle taille? C'est ça la question. La plupart des cailloux vont avoir des tailles moyennes. Est-ce que vous êtes d'accord? Sortez dans la rue, ramassez des cailloux. Mais la plupart des cailloux vont avoir des tailles moyennes. C'est ça la question. Est-ce que ça, c'est ça qui va apparaître ou pas? C'est ça la question. Oui, la plupart des cailloux auront la taille moyenne. Ben justement, ça c'est censé, parce que c'est un phénomène justement qui est distribué naturellement, comme tu viens de le signifier. Et donc, la plupart des cailloux vont avoir une taille moyenne. Alors, je vais représenter cela comme ça. Donc, la plupart des cailloux vont avoir une taille moyenne. Je mets ça au milieu. Donc, vous allez avoir beaucoup de cailloux qui vont avoir une taille moyenne. Moins de cailloux vont avoir une taille élevée. Et très peu de cailloux vont avoir une taille vraiment élevée. Eh bien, un peu moins de cailloux vont avoir une taille faible et très peu de cailloux vont avoir une taille petite. De telle sorte que la distribution de l'ensemble des cailloux va suivre une distribution normale. Voilà ce qu'on appelle une distribution normale. C'est une distribution où la plupart des individus vont avoir une caractéristique moyenne, comme la plupart des cailloux vont être de taille moyenne, et très peu d'individus vont avoir des caractéristiques extrêmes. Et donc, très peu de cailloux vont avoir des tailles très grandes ou bien très petites. Et voilà ce qu'on appelle une distribution normale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la plupart des phénomènes naturels ont tendance à suivre cette distribution normale. Mais aussi, la plupart des phénomènes humains également vont avoir à suivre cette distribution normale. Et donc, la distribution normale, si on pose une question simple, qu'est-ce que la distribution normale, ou bien la loi normale, ou bien la courbe normale? Dites simplement que c'est une distribution où la plupart des individus ont la caractéristique moyenne et peu d'individus les caractéristiques extrêmes, de telle sorte que ça épouse une forme de cloche. Voilà ce qu'on appelle une distribution normale. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que la distribution normale comporte un certain nombre de propriétés. Alors, ces propriétés, je vais les mettre en évidence ici. Donc, ça, c'est un peu la distribution normale des individus ou des cailloux, peu importe. Donc, au milieu, vous allez avoir la moyenne. Un écart type, vous allez avoir plus un écart type, moins un écart type. D'accord? Et les statisticiens ont constaté, en particulier Gauss, qui est l'inventeur de la loi normale, il a constaté que 68% des individus, dans le cas des cailloux, 68% des cailloux vont avoir des tailles comprises à plus ou moins un écart type de la moyenne. Voilà d'où vient 68%. Donc, c'est une propriété de la distribution normale à l'effet que 68% des données seront toujours comprises à plus ou moins un écart type de la moyenne. Et c'est la raison pour laquelle on interprète justement l'écart type en termes de 68%. Et dans notre exemple ici, 68% des familles des étudiants vont avoir un nombre d'enfants de 7,36 plus ou moins 4. Autrement dit, pour représenter graphiquement, donc voilà ce qu'on va avoir. Donc, prenez 7 plus 4. Donc, 4, c'est l'écart type, voilà ici. 4, c'est l'écart type. Je mets en évidence ici. 7, c'est la moyenne en termes de nombre d'enfants. Donc, prenez 7 moyenne plus 4, vous avez 11.
La moyenne 7 moins 4, vous avez 3. Donc, on est sûr à 68%, effectivement, que les familles des étudiants vont avoir un nombre d'enfants compris entre 3 et 7. Autrement dit, si on devait prendre au hasard une famille d'un étudiant, eh bien, il y a 68% de chances que le nombre d'enfants soit compris entre 3 et 11. Voilà une autre façon d'interpréter l'écart type en termes de chance. Et voilà comment interpréter l'écart type. Donc, prenez la moyenne, plus ou moins l'écart type, et vous avez l'intervalle à l'intérieur duquel se situe 68% des données. Voilà pourquoi, effectivement, dans le cas du nombre d'enfants, on va y aller de cette façon. Autrement dit, 68% environ des étudiants appartiennent à des familles constituées de 7,36 enfants, plus ou moins 4. Voilà comment interpréter l'écart type. Qu'en est-il de la variance? Alors, la variance est une statistique de variation très difficile à interpréter. Alors, souvenez-vous comment nous l'avions calculé. Donc, on a pris chaque histoire individuelle, moins la moyenne, on a élevé au carré, on a calculé la somme de tous les écarts au carré, on a relativisé par le nombre d'individus. La taille de l'échantillon précisément, moins 1. Voilà comment nous avions calculé la variance. Et donc, on voit bien que dans le calcul de la variance, on met au carré les écarts entre les scores individuels et la moyenne. Et c'est la raison pour laquelle la variance s'interprète en termes de carré. Ici, on s'intéresse au nombre d'enfants, et donc on devrait parler de 15,99 enfants au carré. Est-ce que 15,99 enfants au carré a du sens? J'imagine que non, ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est ainsi qu'on devrait interpréter la variance du genre, le nombre d'enfants diverge de 15,99 enfants au carré par rapport à la moyenne. Mais ça n'a pas de sens. C'est insensé. Et donc, c'est la raison pour laquelle n'utilisez pas la variance si vous voulez décrire la dispersion des données d'un échantillon en particulier. On va préférer utiliser plutôt l'écart type. La variance étant réservée aux statistiques plus avancées. Et justement, la racine carrée de la variance, c'est l'écart type. Donc, la racine carrée de 15,99, c'est 3,999. Voilà ce qu'on appelle écart type. Et donc, interpréter l'écart type si vous voulez décrire la dispersion des données d'un échantillon. Donc, on va s'intéresser à la variance plus tard, lorsqu'on s'intéressera aux statistiques plus avancées. Ensuite, vous avez le minimum, qui est de 1. Donc, le nombre d'enfants minimal dans les familles des étudiants, c'est 1. J'imagine que ça prend minimalement l'étudiant qui a complété le sondage dans les familles des étudiants. Maximum, c'est le nombre d'enfants maximal dans les familles des étudiants, 21 enfants. Alors, l'idée de famille élargie est finalement une réalité au Sénégal. Les familles élargies, nombreuses au Sénégal, clairement. Donc, on a des familles qui comptent dans leur rang 21 enfants. Et l'écart entre le maximum et le minimum donne plage, autrement dit étendue. Donc 21 moins 1, ça donne 20. 20, c'est plage ou étendue. Donc l'écart séparant le nombre d'enfants maximal du nombre d'enfants minimal. Les percentiles. Percentile 25, ou si vous voulez, centile 25 ou quartile 1, en d'autres termes, comment l'interpréter? Au moins 25% des étudiants appartiennent à des familles constituées de 5 enfants ou moins. C'est 50 ou quartile 2 ou médiane, c'est aussi la médiane qu'on avait interprétée la semaine passée. Donc, on reprend la même interprétation. Au moins 50% des étudiants appartiennent à des familles constituées de 7 enfants ou moins, ou bien 7 enfants ou plus. Dans le même sens, au moins 75% des étudiants appartiennent à des familles constituées de 9 enfants ou moins. Et ça, c'est le centile 75 ou le quartile 3. Voilà comment interpréter les percentiles. La symétrie, on en a parlé, c'est une mesure de la forme d'une distribution. Donc, une distribution est asymétrique lorsqu'effectivement elle présente une longue queue vers la gauche ou vers la droite. Ici, le coefficient d'asymétrie étant positif, 1,15, eh bien, la distribution est positive. Autrement dit, elle présente une queue vers la droite. Donc, ici, la distribution elle est asymétrique positive. Alors,
kurtosis, ou kurtose. La kurtose mesure le degré d'aplatissement d'une distribution, à l'effet que lorsque le coefficient est positif, on parle de distribution platykurtique. Platykurtique signifie que c'est une distribution qui est assez haute et mince au niveau de la base. Alors, les termes erreur standard d'asymétrie, erreur standard de kurtosis, nous les verrons la semaine prochaine, lorsque nous parlerons des différences statistiques. Voilà assez rapidement les éléments clés qu'il fallait interpréter. Et je précise que tous ces éléments, vous les avez dans le cahier de labo. Hein. Tout est bien expliqué, détaillé. Voilà, l'interprétation statistique de chacune des mesures est bien détaillée ici. En particulier, revenons à l'écart type. Hein. L'écart type, en principe, mesure le degré de dispersion des données. Mais il est difficile, à partir d'un écart type de 3,999, de dire si la distribution du nombre d'enfants est homogène ou bien hétérogène. Autrement dit, si on isole un écart type en lui-même, difficile de dire s'il traduit une distribution homogène ou hétérogène. Une façon effectivement de faciliter l'interprétation d'une distribution en termes d'homogénéité ou d'hétérogénéité est de calculer ce qu'on appelle le coefficient de variation. Donc, le coefficient de variation qui se calcule en prenant l'écart type divisé par la moyenne, c'est une base 100. Alors, ce que j'ai fait ici dans le cahier du labo, à la page 4, donc je prends l'écart type 3,999, je divise par la moyenne 7,36, c'est une base 100, autrement dit, je multiplie par 100 et j'obtiens 54,3. Donc, 54,3 est une statistique qui mesure l'homogénéité d'une distribution. Ici, l'homogénéité du nombre d'enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un seuil, 15%, qui nous permet effectivement de déterminer si nous sommes en présence d'une distribution homogène ou hétérogène. Hétérogène, lorsque le coefficient de variation est supérieur à 15, et bien homogène lorsque c'est inférieur à 15. Et donc, clairement ici, notre coefficient de variation 54,3 est de loin supérieur à 15%, et par conséquent, nous sommes en présence d'une distribution qui est hétérogène. Autrement dit, le nombre d'enfants dans les familles des étudiants est très hétérogène. Autrement dit, il y a beaucoup de variabilité dans le nombre d'enfants. Et ça se voit avec l'écart entre le nombre d'enfants maximal, 21, et le nombre d'enfants minimal dans les familles des étudiants qui ont été sondés, en particulier les 100 étudiants qui ont complété pour cette variable. Voilà un peu pour ce qui est de l'interprétation des mesures de variation. On va peut-être assez rapidement sortir le diagramme à surface, appelé aussi diagramme en boîte et à moustache, c'est le bon terme. Là, c'est la traduction de SPSS. C'est un diagramme qui est un peu atypique. Allons-y, allons sortir le diagramme en boîte et à moustache du nombre d'enfants dans les familles des étudiants en cliquant sur le menu graphique. Tel que visualisé dans le cahier de labo. Donc, graphique, boîte de dialogue, ancienne version. Et vous avez diagramme à surface. Donc, ça change d'une version de SPSS à l'autre. Parfois, c'est boîte à moustache, parfois, c'est diagramme à surface. Et ça signifie la même chose. Diagramme à surface. Alors, on va cliquer là-dessus pour voir apparaître une fenêtre contextuelle. Alors, on va cliquer sur variable distincte. On considère la variable nombre d'enfants comme étant une variable quantitative. Donc, distincte ici dans le langage SPSS. Distinct. On va laisser garder les choses simples. Simple. Ensuite, récapitulatif pour variable distincte. On définit. Définir. Voilà, je vais réinitialiser. Les cases représentent, on va mettre la variable nombre d'enfants. Si vous avez des étiquettes plutôt que des codes, mettez afficher, clic droit et afficher les noms des variables. Donc, on va considérer la variable nombre d'enfants sous les cases représentent.
Ensuite, ID. Donc, ID, c'est l'identification des étudiants, étudiants 1, 2, 3. Donc, on va placer ça sous étiqueter les observations par de façon à identifier les cas déviants. Autrement dit, les cas dont le nombre d'enfants est très élevé. C'est ce qu'on observe ici dans le cahier du labo. Hein. On a des numéros de cas. C'est ça l'avantage de mettre ID sous étiqueter les observations par. L'idée étant d'identifier les cas déviants. D'accord? OK. Et on voit apparaître le diagramme en boîte et à moustache. Alors, comment l'interpréter? De toute façon, vous avez une façon d'interpréter le diagramme ici. Donc, c'est bien détaillé dans le cahier. Premier élément, ce qu'on appelle les cas déviants. Donc, les cas déviants, ce sont les cas dont les nombres d'enfants sont anormalement élevés. Alors, on le voit ici, les cas déviants. À partir de 16 enfants, le logiciel considère que c'est des cas déviants. Autrement dit, c'est des cas qui ont des nombres d'enfants élevés. Autrement dit, des familles qui ont des nombres d'enfants élevés au-delà de 16, c'est des cas déviants. Justement, c'est le principal intérêt du diagramme en boîte et à moustache, c'est d'aider à détecter les cas déviants. Autrement dit, les familles anormales, quoi, en fait. Voilà, c'est anormal, statistiquement parlant, d'avoir 16 enfants ou plus, quoi, si on se base sur la distribution de la variable. Ensuite, vous avez la boîte, dans le diagramme en boîte et à moustache. Vous avez la boîte, la bordure inférieure de la boîte, c'est le quartile 1 ou le centile 25. La bordure supérieure, c'est le quartile 3 ou le centile 75. On peut voir les résultats, voilà, 7 enfants, 1 enfant. Et la médiane, c'est le trait qui se trouve au milieu de la boîte. Est-ce qu'on appelle l'intervalle interquartile, c'est l'écart entre le quartile 1 et le quartile 1. C'est un peu dans le sens vertical, la boîte dans le diagramme à boîte et à moustache. Donc, voilà un peu la boîte. Donc, la boîte est encadrée par le quartile 1 et le quartile 3, et à l'intérieur, vous avez la médiane. Ensuite, vous avez les moustaches, 2 moustaches. Premier moustache qui va du score minimal normal au score à la bordure inférieure, autrement dit le quartile 1. Ça, c'est la première moustache. Autrement dit, c'est le trait vertical entre le score minimal et le quartile 1. Ensuite, vous avez la deuxième moustache, le trait vertical entre le quartile 3 et le score maximal normal. Donc, ça suppose qu'il y ait des scores anormaux, ce qu'on appelle les cas déviants. Voilà assez rapidement comment comprendre le diagramme en boîte et à moustache. Alors, pour ce qui est de l'histogramme avec la courbe gaussienne, on va le sortir tout à l'heure dans l'exercice et l'analyser. En attendant, j'aimerais vous parler du tableau synthétique. En général, une fois qu'on a fini d'administrer un questionnaire, on construit sa base de données. Et la base de données statistique peut comporter une trentaine de variables. Par exemple, dans le cadre de votre mémoire de master, vous allez probablement travailler avec une base de données pouvant comporter une trentaine de variables. Évidemment, il n'est pas pratique, d'isoler chacune des variables et de sortir soit un tableau, soit un graphique. Si vous le faites, à coup sûr, il vous sera difficile d'adresser votre question de recherche. Vous allez être un peu éparpillé. Vous allez créer de la diversion. De telle sorte qu'il va être très difficile de retrouver votre question de départ, d'y répondre en particulier. Alors, en général, une bonne pratique consiste à créer des tableaux synthétiques ou bien des graphiques synthétiques. Et là, je vous propose une façon de construire un tableau synthétique. Donc, c'est à la page 10 du cahier de labo. Je vais agrandir un peu. Et voilà, évidemment, vous aurez à le faire dans le cadre du TP. Autrement dit, à construire des tableaux qui sont présentables. Autrement dit, si vous devez présenter vos résultats dans le cadre de votre mémoire de master, ou bien si vous devez écrire un article, voilà comment vous allez présenter les résultats sous forme tabulaire. Eh bien, ne me mettez pas, en tout cas dans le cadre du TP, ne me mettez pas des lignes verticales. Hein. Je trouve que c'est superflu et probablement ça démontre de mauvais goût. Hein. C'est entre nous là.
Mais remarquez que c'est plus élégant, plus joli, plus esthétique de mettre seulement 3 lignes, hein, 3 lignes horizontales. C'est plus épuré. Hein. Voilà une façon de présenter les résultats. En particulier ici, lorsqu'il s'agit de décrire les caractéristiques des participants à une enquête. Alors là, je mets le sexe, ses catégories, pourcentage et fréquence, la région d'appartenance, pourcentage et fréquence. Ensuite, le nombre d'enfants, qui est une variable quantique. Donc, je mets la moyenne plus ou moins l'écart type. Le nombre d'heures sur Internet, la moyenne plus ou moins l'écart type. Voilà une façon de présenter les résultats. Évidemment, si vous avez beaucoup de variables, vous pouvez créer un tableau synthétique pour présenter les variables qualitatives, autrement dit, les fréquences et les pourcentages, et un autre tableau synthétique pour présenter les variables quantitatives, précisément les moyennes et les écarts types. Mais comme moi, ici, j'ai peu de variables, eh bien, j'ai préféré présenter les deux types de variables, quanti comme quali, dans un même tableau. Mais dans ce cas, il faut bien spécifier au niveau des notes à quoi réfèrent les entrées. Alors, je l'ai bien expliqué, les entrées correspondent à des fréquences avec les pourcentages entre parenthèses pour les variables quali, pour les variables quanti, ben voilà, c'est les moyennes plus ou moins les écarts types. Donc, il faut guider finalement le lecteur et donc l'aider à se retrouver dans le dédale de ce genre de tableau synthétique. Et donc, voilà le genre de tableau que vous allez devoir construire dans le cadre de votre TP. Il me semble qu'on avait déjà appris à enlever toutes les lignes et retenir seulement 3 lignes horizontales. Hein. On ne va pas y revenir encore une fois. Et vous avez une façon d'analyser succinctement. Pas besoin d'être long. Hein. Lorsqu'on analyse un tableau synthétique en particulier, l'idée ici étant d'analyser assez rapidement le profil des étudiants. D'accord? Et donc, par exemple, si on prend sexe, pas besoin de dire, OK, 54% des étudiants sont des femmes, 46% des étudiants sont des hommes. C'est superflu, c'est inutile. Simplement dire, eh bien, il y a 54% des étudiants sont des femmes. C'est tout. On peut en déduire le pourcentage des hommes. Voilà. Donc, on n'est pas censé analyser tous les chiffres. Donc, on identifie les chiffres clés et puis on va axer l'analyse simple là-dessus. Mais je sais que oui, en général, les étudiants, ils vont aller dans les détails, surtout dans les mémoires de master, et puis ils vont présenter des tableaux voilà, pour des variables isolément. Ce n'est pas une bonne pratique. C'est pas une bonne pratique. La bonne pratique consiste à construire des tableaux synthétiques ou bien des graphiques synthétiques. Je ne sais pas si on aura l'occasion de construire des graphiques synthétiques, mais c'est sous le même modèle. Hein. L'idée, c'est de rassembler plusieurs variables et de les visualiser de façon synthétique, comme ici, de façon tabulaire. Voilà pour ce qui est de la présentation synthétique des résultats. On va avancer et finir là-dessus. Donc, on va apprendre à scinder un fichier de données. Étant entendu que jusque-là, nous avons appris à sélectionner des observations. Nous l'avions fait la semaine passée lorsque nous voulions rendre compte de la tendance centrale du nombre d'enfants seulement chez les Dakarois. Mais la limite fondamentale de cette procédure, c'est qu'elle se concentre seulement sur un groupe et occulte les autres groupes. Comment faire de telle sorte qu'on ait les autres citadins aussi pour les villageois d'un seul coup? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle scinder un fichier de données. Cette commande est appropriée lorsque d'un seul coup, nous pouvons obtenir les statistiques pour tous les groupes et pas pour un seul groupe comme dans le cas de la commande sélectionner des observations. Alors, on va y aller, on va ensemble répondre à la question quelle est la tendance centrale et surtout la variation du nombre d'enfants selon le milieu. Hein? Est-ce que c'est plus élevé chez les ruraux ou bien chez les Dakarois ou bien chez les autres? D'accord? On va utiliser la fonction scinder. Données. Donc, on va cliquer sur données. Menu données. On va cliquer sur le menu données. Ensuite, un peu au bas, vous avez sélectionné les observations, mais juste au-dessus, vous avez scinder un fichier. Scinder un fichier.
Donc, menu données, scinder un fichier. Tel qu'illustré en capture d'écran dans le cahier de labo. Donc, on va suivre exactement la même démarche. Ensuite, vous affichez les noms des variables, en tout cas si ce n'est pas le cas, plutôt que les étiquettes. On va cliquer sur comparer les groupes. Au lieu d'analyser toutes les observations, ne pas créer de groupes, on va créer des groupes. Alors, ici, voilà. Donc, comparer les groupes. Et on va prendre la variable milieu, donc milieu, et on va la faire passer sous critère de regroupement. Milieu, critère de regroupement. Donc, on va comparer les milieux entre eux, eu égard au nombre d'enfants, on le fera tout à l'heure, mais pour le moment, on va scinder le fichier selon le milieu. D'accord? Tel qu'illustré à gauche dans le cahier de labo. Ensuite, OK. Et au niveau de la page des résultats, on voit que SPSS est exécuté. Split file. Donc, le logiciel a scindé le fichier de données selon les 3 niveaux du milieu de résidence. À partir de ce moment, toutes les analyses qu'on aura effectuées vont comparer les Dakarois aux autres citadins et les ruraux. Autrement dit, les 3 groupes constituant milieu de résidence. Mais allons-y. Comme notre base de données est scindée selon les groupes de milieux, eh bien, on peut effectivement comparer ces milieux eu égard au nombre d'enfants, n'est-ce pas? Alors, on va y aller, on va sortir les stats en cliquant sur Analyse. Donc, on va cliquer sur Analyse, qu'on soit sur la page des résultats ou bien la base de données. On va cliquer sur Analyse. Ah, je vais accepter des étudiants. Donc, Analyse. Statistiques descriptives. Fréquence. Analyse. Statistiques descriptives. Fréquence. Une procédure à laquelle vous êtes habitué. Et voilà, on va laisser la variable telle quelle, nombre d'enfants. On va travailler avec le nombre d'enfants. Cette fois-ci, c'est le nombre d'enfants selon le milieu. Les stats, ben, on peut, statistiques, on peut changer les stats si on veut, mais on peut laisser tel quel aussi. On peut peut-être décocher asymétrie et kurtosis. Sinon, on peut laisser aussi les stats tels quels aussi. On poursuit. Ben, c'est tout. On va valider en cliquant sur OK et voir apparaître ce tableau compact, synthétique, incluant des statistiques autant pour les Dakarois, les autres milieux urbains que pour les ruraux. Alors, qu'est-ce qu'on observe en l'occurrence chez les Dakarois? Alors, on a une moyenne de 6,07 enfants dans les familles des Dakarois. Alors, les autres milieux urbains, qu'est-ce qu'on a? 6,89. Donc, ce n'est pas très loin, mais c'est presque 7, 6,9. Quand même un petit écart entre les Dakarois et les autres citadins. Il y a plus de natalité dans les autres milieux urbains comme Thiès, Saint-Louis et les ruraux. Alors, c'est les ruraux, milieu rural, on a une moyenne de 8,26 enfants par famille. Alors, c'est encore plus élevé. Donc, clairement, le taux de natalité est plus élevé en milieu rural, en milieu urbain, en particulier les étudiants qui proviennent des villages, des milieux ruraux, appartiennent à des familles plus nombreuses que les autres étudiants. Pourquoi? Je pense qu'on en a parlé la semaine passée. On a tenté d'expliquer théoriquement ou sociologiquement parlant le fait que les Dakarois présentent un taux de natalité plus faible que les autres. Pas besoin d'y revenir, n'est-ce pas? Alors, ici, je vous propose une façon de présenter les résultats. Alors, vous avez le premier milieu Dakar, autre milieu, milieu rural, les moyennes, les écarts types respectifs, ainsi que les nombres de cas associés à ces statistiques.
C'est ce qu'on appelle tableau de moyenne, n'est-ce pas? C'est le tableau des moyennes, même si ici on s'intéresse à la variation du nombre d'enfants selon le milieu des résidences et les étudiants. Alors, vous avez une façon d'interpréter statistiquement parlant et théoriquement, sociologiquement. Évidemment, il ne faut pas oublier de descender. Sinon, toutes les analyses que vous aurez à faire vont comparer les différents groupes en termes de milieux de résidences. Et donc, pour décocher ou descender, on reprend la même procédure. Menu données, scinder un fichier. Données, scinder un fichier. Donc, on reprend la même procédure et on analyse toutes les observations. Ne pas créer de groupe. On valide. Et là, on voit que, voilà, split file off. Donc, ça a été descendé. Voilà, pour ce qui est de l'essentiel du labo d'aujourd'hui, je vais vous demander de faire l'exercice 1. En particulier, on s'intéresse au nombre d'heures passées sur Internet. La variable est intitulée heure net. Et nous voulons savoir comment varie le nombre d'heures sur Internet chez les étudiants de L2 de la section de sociaux de l'UGB. Voilà. Donc, vous avez 5 minutes pour répondre à la question, autrement dit, pour nous sortir les mesures de variation du nombre d'heures passées sur Internet, autrement dit, de la variable heure net. Et tout en sortant justement les mesures de variation, je vous demande aussi de sortir l'histogramme. Donc, à la page 8, on vous indique comment sortir l'histogramme. Par exemple, ici, pour la variable note, on vous dit de cliquer sur graphique. Graphique ici. Donc, cliquez sur Stat pour renseigner les statistiques. Ensuite, sur graphique pour sortir l'histogramme avec la courbe gaussienne. Et voilà, l'exercice à faire. Et vous avez 5 minutes. Après, on va demander à un volontaire, une volontaire pour partager avec nous ces analyses. Top chrono, 5 minutes. Donc, la variable, encore une fois, c'est heure net. Donc, sortez les mesures de variation. Et en même temps, l'histogramme avec courbe gaussienne. Je vais peut-être en profiter pour vous donner les résultats. Ce n'est pas un concours, mais juste pour vous permettre de vous situer aussi par rapport aux autres. Pour le quiz 3, FI, vous avez une moyenne de 15,3. Les gens des filles, 15,3. À date, évidemment, c'est 14 étudiants qui ont complété. Alors, pour les autres, il ne faut pas tarder, parce que la date limite, c'est aujourd'hui pour le quiz 3. AF, on a une moyenne de 14,9. 14,9 pour le groupe AF. Et 16 personnes ont complété à date. En tout cas, dernière nouvelle, là. Voilà, pour ce qui est des résultats, ça va dans le sens de ce qu'on connaît jusque-là. Dans l'ensemble, oui, vous performez bien. L'enjeu est vraiment de garder le rythme, ne pas lâcher, continuer à performer ainsi. Voilà, c'est un peu l'enjeu.
statistique descriptive et cocher fréquence. Et maintenant, ici, j'ai changé le nom, j'ai préféré afficher le nom des variables et j'ai cliqué heure net, les heures passées sur le net. J'ai cliqué sur statistique maintenant. Après cela, j'ai choisi qu'il affiche les écarts types. J'aurais dû prendre aussi le quartile, pourquoi pas. Les variances, la plage, le minimum, le maximum, la moyenne, et aussi demander de faire une présentation de l'asymétrie si c'était une courbe, et le courtoisis. Ensuite, j'ai cliqué sur poursuivre. Et, attends, Boubacar. Oui. C'est bon? Oui. OK, on va sortir en même temps l'histogramme en cliquant sur le menu graphique. Non, c'est bon, là, c'est bon, c'est parfait. C'est bon, oui. On poursuit. Là, c'est bon. Est-ce qu'on poursuit? C'est bon, Boubacar? Pour cliquer sur graphique, je passe à où maintenant? D'abord, poursuis. Ferme la fenêtre là. Poursuis, c'était bien. OK. Voilà, donc ici, sous statistique, ta graphique. Oui, voilà, d'accord. Merci. Ensuite, histogramme. Et histogramme, voilà, afficher la courbe gaussienne. Gaussienne, ça signifie courbe normale. Hein? Gaussienne, c'est le nom de l'inventeur. En fait, Gauss, c'est le nom de l'inventeur. J'ai choisi histogramme. Ouais, Vous trouvez quoi? Ah, d'accord. Afficher la courbe. Il faut cliquer sur afficher. Cocher. Il faut cocher, afficher la courbe gaussienne. Hein? Il faut cliquer sur afficher la courbe gaussienne. Tu vois, sous histogramme, tu as affiché. Il faut cliquer. Il faut cocher, voilà. Parfait, c'est bon. C'est bon, on valide. Évidemment, le tableau était inutile, hein, le tableau de fréquence, on aurait dû décocher, mais ce n'est pas grave. C'est ce tableau qui nous intéresse. Et à vous de jouer, Boubacar, l'interprétation. Ah, je précise que c'est le nombre d'heures passées sur Internet par jour pour les étudiants de socio IGB. Professeur. Oui, vas-y, Boubacar. Ah oui, il y a Youssou qui parle, c'est ça? Est-ce que vous pouvez rappeler comment descendre? Parce que bon, moi, je ne parviens pas. Mais tu reprends la même procédure, clique sur Données. Ensuite, scinder un fichier. Oui, scinder un fichier. Merci, Boubacar. Scinder un fichier. Vous descendez jusqu'à scinder un fichier. Boubacar a quitté, hein? Donc, vous cliquez sur scinder un fichier. Après, vous cliquez sur analyser toutes les observations, ne pas créer de groupe, c'est tout. Et puis, OK. C'est bon? Merci beaucoup. Boubacar, apparemment, est parti. Non? Boubacar est toujours là? OK. Boubacar, c'est bon. Vous avez déjà descendu. C'est bon. On ferme. OK, je pense que je vais interpréter parce que là, on va perdre beaucoup de temps. Boubacar, on va y aller. Je vais interpréter. Est-ce que tu peux remonter plus haut le tableau qui nous intéresse, Boubacar? Ça ne nous intéresse pas. Voilà, parfait. Alors, nous avons 88 étudiants, donc valides, qui ont complété cette question. On a 15 cas manquants, qui n'ont pas donné de réponse, d'accord? Justement, parmi ces 88 étudiants qui ont complété, comment se présentent les statistiques? Donc, moyenne. En moyenne, le nombre d'heures passées sur Internet par jour, c'est les étudiants, tourne autour de 7,14. L'écart type. Environ 68% des étudiants passent sur Internet 7,14 heures, plus ou moins 5,7177. Donc, c'est la moyenne, plus ou moins, l'écart type, en termes de 68%. La variance, on ne va pas l'interpréter, parce que ce n'est pas très intuitif, on en a parlé.
L'asymétrie. Le coefficient d'asymétrie étant de 1,45, c'est supérieur à 0, et donc l'asymétrie est positive. Kurtosis, 1,479, le coefficient étant positif, ben, la distribution est leptokurtique, donc c'est assez haut. Plage, 24. Donc on va l'interpréter en fonction du minimum et du maximum. Le minimum, 0. 0 heures. Donc c'est le nombre minimal d'heures passées sur Internet. Alors, c'est probablement les étudiants qui n'ont pas encore fait le saut numérique, hein. Ils passent 0 heures par jour sur Internet. Mais on a le maximum, 24 heures. Alors là, c'est les extraterrestres. Hein. Il y a des étudiants qui vont passer 24 heures par jour sur Internet. À moi, je dis des extraterrestres, je ne sais pas comment on peut passer 24 heures par jour sur Internet. L'écart entre le minimum et le maximum, ben, c'est la plage. On dit 24 moins 0, ça donne 24. 24, c'est l'étendue ou plage. Donc, c'est l'écart séparant le nombre d'heures minimales au nombre d'heures maximales sur Internet. Percentile 25 ou centile 25 ou quartile 1, si vous voulez. Donc, au moins 25% des étudiants passent sur Internet 4 heures ou moins. Percentile 50 ou centile 50 ou quartile 2, au moins 50% des étudiants passent sur Internet 5 heures ou moins, ou 5 heures ou plus, hein, c'est dans les deux sens. Centile 75 ou quartile 3, donc au moins 75% des étudiants passent sur Internet 9,5 heures ou moins. Alors je précise que tout cela, on l'a dans le cahier de labo, hein, tout est bien interprété, tout est bien expliqué dans le cahier de labo. Et puis voilà, vous avez l'impression que j'improvise, mais la même forme d'interprétation est stipulée dans le cahier de labo. Mais comme moi, je le fais depuis une dizaine d'années, alors c'est tout naturel, quoi. Mais tout est écrit, hein, dans le cahier de labo. Tout est écrit. Vous n'avez même pas besoin de prendre des notes, hein. Tout est écrit dans le cahier. Il faut peut-être imprimer le cahier de labo et puis voilà. Mais voilà comment interpréter les résultats. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au TP? Ah oui, le graphique. L'histogramme. Tout à l'heure, on avait avancé que la symétrie était positive. Alors, on voit bien qu'il y a des valeurs extrêmement vers la droite. Autrement dit, on a nos cas déviants là qui passent 20 heures, 24 heures par jour sur Internet, quoi. Donc, on voit bien que la courbe tend vers la droite. Et donc, c'est ce qu'on appelle asymétrie positive. Et ça a été révélé tout à l'heure par le coefficient plus grand que 0, positif. Alors, si on voit bien la hauteur de la barre, c'est quand même assez haut, hein? C'est assez haut, d'où le caractère leptokurtique, hein? Le coefficient, on avait un coefficient positif, donc c'est un peu leptokurtique, un peu haut. En tout cas, c'est pas une distribution basse. Ensuite, la plupart des étudiants passent entre 4 et 5 heures, hein? Voilà, ici, entre 3 et 5 heures. C'est là où se situe la plupart des étudiants. Voilà, une chance parce que la tendance qui se dégage, c'est que les étudiants passent beaucoup de temps sur Internet, hein, avec une moyenne de 7 heures. Alors, je me demande qu'est-ce qu'ils font sur Internet, ces étudiants. Je veux dire, dans une journée d'un étudiant typique, si on retranche 7 heures, qu'est-ce qui reste, quoi? En fait, moi, ça pose problème, hein? Moi, ça m'intrigue, quoi. Je veux dire, si tu retranches 7 heures, là, qu'est-ce qui reste, quoi, pour étudier, quoi? Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont concentrés sur Internet? Parce qu'on peut mettre le net en ligne et aller et revenir, tout ça là, mais sans être forcément 7 heures assis. Est-ce qu'on est pendant 7 heures assis? Non, c'est bon. Mais la question, elle est claire quand même. La question de sondage, c'est moi qui l'ai posée, la question, elle est très claire. En moyenne, combien de temps passez-vous par jour sur Internet? Évidemment, on peut cumuler les nombres d'heures et puis y aller de façon saccadée, mais c'est le nombre total d'heures qu'on passe par jour sur Internet. Je veux dire, en restant sur Internet, c'est ça un peu la question. Et donc, en principe, oui, c'est les étudiants qui utilisent ce temps sur Internet. Voilà, on pose la question, qu'est-ce qu'ils font sur Internet? Ils vont dans les réseaux sociaux, sur YouTube, ou bien ils font des recherches, je ne sais pas, mais une étude s'impose finalement pour comprendre un peu les usages d'Internet chez les étudiants, parce que pour moi, c'est un problème. C'est un problème de passer 7 heures de temps par jour. Et ça, c'est une moyenne. Il y en a qui vont passer 10 heures, 11 heures, 12 heures, 14 heures, 15 heures par jour sur Internet. 7 heures, c'est une moyenne.
comme il y en a qui vont passer 6 heures, 5 heures, ils sont plus raisonnables, quoi, j'imagine. En tout cas, moi, ça m'intrigue, hein, ça m'intrigue d'en savoir davantage, mais ça peut être inquiétant, surtout pour vous qui travaillez dans le monde de l'éducation. J'imagine que c'est des statistiques qui sont comparables à celles des élèves, des lycéens, voilà, des collégiens. Voilà, et puis c'est la génération des milléniums, hein, la génération des milléniums où vraiment c'est les technologies de l'information et de la communication. Oui. Oui, voilà, comment interpréter. Je ne sais pas, peut-être que vous allez continuer à poursuivre la réflexion entre vous, ou bien à la maison, ou à l'école, ou au lycée. Voilà, c'est sûr que ça doit inquiéter les éducateurs que vous êtes. Alors, assez rapidement, on va ouvrir le TP1. On l'avait déjà fait la fois passée. On va l'ouvrir pour couvrir les questions en lien avec les mesures de tendance centrale et de variation. Donc, je suis au niveau de la section votre gentil professeur, d'accord. Sur ma belle photo, vous avez... ah oui, j'aimerais remercier Abdoulaye. Hein? Abdoulaye, merci. Mamadou, plutôt Mamadou, pas Mamadou, Boubacar Diallo. J'aimerais remercier Boubacar pour... voilà, je vous en prie, Boubacar. à votre service. Merci. Alors, on va ouvrir ici. Donc, vous avez l'espace de dépôt du TP. Donc, c'est ici que vous allez déposer le TP. Je précise que pour chaque groupe, il doit y avoir un responsable de groupe. Et c'est le responsable de groupe qui va déposer le travail dans son espace à lui ou à elle. D'accord? Vous n'avez pas besoin de tous déposer une copie. Juste là où le responsable, évidemment avec les noms des étudiants. Et justement, si je clique sur formulaire du TP à faire, j'accède directement au formulaire du TP. Voilà, la base de données, je peux ici l'ouvrir, hein, la base de données SPSS TP à faire. Je peux tasser à droite. Ah, et c'était déjà ouvert. Hein. Parfait. Et donc, on voit bien que c'est une base de données qui est très simple. Vous avez seulement 2 variables. De toute façon, je l'avais déjà ouvert hein, la fois passée. Donc, on a le TP à gauche. Alors, il me semble qu'on avait déjà parcouru la section 1, fréquence et professeur, voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Ah oui, désolé. Ah oui. Désolé, oui. Présenter, désolé. Voilà, donc je disais que à partir de modèle, donc sous la section votre gentil professeur, vous avez espace TP. Hein. Je pense que vous pouvez l'identifier, hein, vous l'avez déjà vu. Donc, j'ouvre simplement le formulaire du TP et la base de données SPSS. Hein. Je disais que c'est ici que vous allez déposer, que la responsable va déposer la copie de l'équipe. Donc, c'est ici, hein, espace de TP, de dépôt de TP à faire, 25 mai. Donc, la date limite, c'est le 25 mai. Vous avez jusqu'au 25 mai, hein, mais il faut commencer déjà le travail, il ne faut pas trop tarder. Donc, c'est ici qu'il faut déposer. Alors, maintenant, la question 1, donc on l'a déjà vu hein, la fois passée, ça concerne les fréquences et les pourcentages. La section 2, analyse descriptive à l'aide des mesures de tendance centrale et de variation. Donc, ici, on vous dit de s'intéresser à la variable indice pauvre. Donc, on vous demande de sortir les mesures de tendance centrale de dispersion suivantes. Moyenne, médiane, et voilà. Donc, vous cliquez sur analyse, vous savez comment faire, stade descriptif, fréquence, et vous sortez indice pauvre, les stats qui sont demandés. D'accord, pas de souci. Ensuite, analysez chacune de ces mesures. C'est un peu ce qu'on vient de faire. Hein? Vous
allez devoir le faire. Vous pouvez vous inspirer de ce que nous avons avancé dans le cahier de labo. Hein. Tout est bien analysé, hein? Tout est bien analysé ici. De combien en pourcentage la moyenne de l'indice était supérieure à la médiane? Ça, c'est le coefficient de variation. Expliquer la différence. Sortez un graphique approprié. Hein? Un graphique, parmi les graphiques qu'on a abordés aujourd'hui, vous utilisez un des deux, et puis vous représentez graphiquement l'indice de pauvreté et vous analysez en suivant le même modèle d'analyse. Et voilà tout ce qui est de la deuxième section. Il restera les sections 3 et 4 qui seront couvertes par les leçons 5 et 6. Et voilà ce qui est les questions en lien avec les mesures de tendance centrale et de variation. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ce qui est de la séance d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions?